Bonjour à tous. J'ai eu l'idée de ce retour d'expérience après avoir visité la Bibliothèque nationale de France, le site François Mitterrand, et en lisant un article de blog. Un article de blog qui date des années 2000 et qui nous dit la chose suivante, qu'en tant que programmeur, en tant qu'architecte, et ça m'a parlé parce que j'ai été les deux, on a envie d'une chose, c'est de partir depuis un terrain plat, vague, vide, de faire table rase du passé pour construire tel qu'on l'imagine dans son esprit, un peu à l'image de ces îles artificielles qui sortent de la mer. Dans cet article de blog, Jalen Software, c'est le nom de l'auteur, nous dit également la chose suivante, il est beaucoup plus dur de lire un programme informatique que de l'écrire. Et si vous avez développé, vous avez sans doute cette image en tête, quand on lit un programme informatique, c'est un peu comme chercher le chemin dans un labyrinthe. On se perd 30 fois, on met des heures à comprendre, mais pourquoi est-ce que ça a été écrit comme ça, et qu'est-ce qu'on a bien voulu dire en écrivant ce programme. Alors que lorsqu'on écrit un programme, eh bien, on écrit selon sa pensée, tout ce qu'on a pensé en creux, en plein, eh bien, on va l'écrire, et ça va être beaucoup plus naturel et beaucoup plus évident. Et Jalen Software concluait ou complétait son article avec une dernière référence en disant Netscape Navigator. Alors je vais faire un petit sondage. Qui a connu Netscape Navigator dans la salle? Ah c'est bon, il y a plein de personnes qui sont de mon âge. Netscape Navigator, il nous disait une des pires erreurs qu'on peut faire en informatique, c'est de vouloir tout réécrire from scratch. Et la société Netscape a fait ce choix-là. Et pour lui, c'est une des raisons qui a conduit à la perte de Netscape, parce qu'ils n'ont pas pu, pendant ce temps-là, continuer à enrichir de fonctionnalités que la concurrence était en train d'ajouter. Alors, je ne vais pas vous faire un retour d'expérience sur Netscape, je vais vous faire le retour d'expérience sur 18 mois de mission, où je suis arrivé en cadrage. C'est un retour d'expérience, donc il est forcément contextuel. Les conseils que je vais vous donner sont pas exhaustifs, sont propres à ce contexte et sont propres aux choix que je vais faire. J'ai également fait des choix pour cette présentation. On aurait pu parler d'organisation. En changeant un certain nombre de choses dans l'organisation, on aurait pu peut-être faire différemment. Il y avait également des tests automatisés qui nous ont servi. On aurait pu améliorer ces tests automatisés. Je n'aurais pas pu parler de pyramide des tests, mais j'ai choisi de vous parler d'architecture. Alors le contexte, quel est-il ? Il s'agit d'une société qui est spécialisée dans le traitement des sinistres en assurance et en particulier en MRH. Concrètement, sinistres, habitation, responsabilité civile, eh bien, il y a un traitement de dossiers et cette société s'en occupe. Cette société, elle avait acquis par rachat deux autres sociétés. Ces deux sociétés avaient le même métier, mais spécialisées dans la construction. Et enfin, un élément qui peut être intéressant à savoir, c'est que dans le domaine du traitement des sinistres de l'assurance, les marges sont faibles. Donc on est pas mal contraint en termes d'investissement informatique. Les clients sont également très concentrés. Et donc lorsque vous avez un groupement de clients qui fait 80% de votre chiffre d'affaires, qui vous demande quelque chose pour dans 9 mois, eh bien même si ça ne veut pas rentrer dans votre planning informatique, il faut le faire rentrer. La situation quand on est arrivé était la suivante. On avait 3 sociétés, 3 applications, et il y avait un enjeu. Alors l'enjeu a été, il est évident, on veut économiser sur la maintenance, on préfère avoir une seule application. On souhaite également que toutes les nouveautés, toutes les possibilités apportées par la meilleure application soient disponibles pour tous les employés, par exemple une extension sur tablette mobile. Il y avait un deuxième avantage d'avoir une seule application, c'est que le métier des sinistres, eh bien, les sinistres, on ne les prévoit pas. Quand il y a une catastrophe naturelle, on a beaucoup de sinistres d'un coup, et on serait très content que toutes les personnes de toutes les sociétés du groupe puissent s'entraider, et avoir un seul outil informatique, c'est également un gros avantage dans ces cas-là. Quel était le panorama? On avait 3 applications. La première application, c'était l'application cœur de métier MRH de la maison mère. C'était une application qui a été écrite à partir de 2013, qui était la refonte d'un existant. Quand on est arrivé en 2017, en juillet 2017, il y avait déjà 2,3 millions de lignes de code.
c'était majoritairement du Java et de l'Angular JS, mais surtout, ça reposait sur un progiciel. Un progiciel de case management, ça correspond sur le papier bien au métier, mais c'est un logiciel qui avait été très fortement personnalisé, et les quelques développeurs qui étaient sur le plateau avaient, pour le plus ancien, 2 ans d'expérience. Lorsqu'on posait la question sur le fonctionnement du progiciel, de la personnalisation qui en avait été faite, on avait vite conscience qu'il y avait une connaissance qui avait été perdue. Et on a appris plus tard qu'il y avait même une connaissance qui était parfois erronée. Donc bon, c'est pas un très bon choix. On regarde la suite. La deuxième application, elle a été issue du rachat de la première société de construction. Elle a été écrite dans les années 90. Alors c'est un L4G. Moi, je ne connaissais pas WorldBuilder. Non, c'est plus ancien. C'est une architecture qui est client-serveur avec des serveurs en local dans chacun des bureaux. Et il restait 2 développeurs sur le départ. Elle avait déjà été décommissionnée, ou plutôt on avait tenté de la décommissionner 2 ans auparavant, et ça avait été un échec. Il restait une 3e application. Cette 3e application était issue du 2e rachat. C'était la cible du premier décommissionnement. Elle a été écrite dans les années 2000, en VB.NET, mais par un seul développeur. Personne, elle a toujours travaillé toute seule, et le partage de connaissances, c'est quelque chose qui avait été assez limitant lors de la première tentative de réécriture. Donc quand on voit ça, la première envie qu'on a, comme Zelon Software, c'est de se dire on va repartir de zéro, ça va aller beaucoup plus vite. Dans le cadrage, on a quand même regardé quelque chose. On a regardé quelque chose de quoi est constitué l'existant et qu'est-ce qu'on a besoin pour la suite. C'est une cartographie fonctionnelle que je vous montre qui vous décrit assez rapidement le métier principal. Donc vous avez ici un workflow, un case management avec différentes étapes, et puis de l'échange de données informatisées à gauche et des référentiels sur la droite. Ça, c'est l'existant. Quand on essaye de positionner dessus ce dont on a besoin pour introduire le nouveau métier de la construction, eh bien, on se rend compte que c'est assez ciblé. On a besoin, à ce niveau-là, d'un référentiel des intervenants, puisque dans la construction, vous avez, pour des opérations immobilières, il faut imaginer un campus entier de bâtiments de bureaux, des dizaines, voire des centaines de professions qui interviennent, et il faut noter toutes leurs caractéristiques de leurs assurances, donc beaucoup de documentation qu'on avait besoin de conserver à long terme. On avait besoin d'ajouter une évolution au niveau de la partie police. La police de construction est beaucoup plus complexe qu'une police de MRH. Et on avait besoin d'ajouter en nouveauté un peu de gestion de documents à ce niveau-là et un petit peu de traitement différencié. Donc finalement, assez peu de nouveautés. Quelques évolutions également, je les ai représentées en bleu. Mais au final, la représentation graphiquement nous montre que si on a 20%, 30% du code à rajouter ou à faire évoluer, c'est probablement le bout du monde. Écrire sur un legacy, c'est long, pas pour écrire, mais pour lire et comprendre le code pour savoir où s'insérer. Mais lorsqu'on a besoin de rajouter 20-30% du code, même si on va 2 fois plus lentement, on ira toujours plus vite que de réécrire from scratch. On a fait l'exercice, durant le cadrage, d'estimer, dans ce cas particulier, combien coûterait une réécriture from scratch. Et on est arrivé, malgré toutes les précautions qu'on a prises, à la conclusion qu'il faudrait à peu près 3 fois plus de budget pour réécrire from scratch que de rajouter sur l'existant, même si rajouter sur l'existant, ça sera pénible. Alors, le sentiment à la fin du cadrage, je ne vous cache pas, c'était un peu ça. Est-ce que vraiment c'est la bonne route? Il y a des gens qui ont fait demi-tour sur le chemin. Je me suis dit que c'était concrètement la meilleure solution pour faire avancer ce logiciel. Mais donner l'image d'une montagne infranchissable, ce n'est pas ce qu'il fallait pour démarrer le projet. Et donc, je parle plutôt de restructurer un legacy. Restructurer, j'ai pris ce terme à partir de l'architecture physique, l'architecture du bâtiment. Ceux qui connaissent la Défense reconnaissent peut-être la photo de droite. C'est la tour First, c'est la plus haute tour de la Défense. Et certains d'entre vous reconnaissent peut-être celle de gauche. Un peu moins connue maintenant, c'est la même tour, mais il y a 15 ans. Cette tour, elle a été restructurée, c'est-à-dire qu'on a enlevé la totalité de ce qu'il y avait sur la tour, y compris
sa couverture, pour ne laisser que la structure porteuse. Ils sont allés un petit peu plus loin, ils avaient un bâtiment de 30 ans, ils ont rajouté 10 étages de plus. Ça, c'est restructuré, et c'est un peu la vision que j'avais en démarrant ce projet-là. En legacy, tout le monde utilise ce terme en informatique, et à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que, pour dire qu'un legacy, c'est Burke. Mais Burke, c'est un petit peu court pour faire une présentation, donc j'ai essayé de redéfinir ce que c'est qu'un legacy. Je définirais un legacy comme un logiciel qui utilise des techniques, pas seulement des technologies, mais des techniques obsolètes, qui est difficile à prendre en main, sur lequel on a une connaissance faible, voire pire, erronée. Et au final, peut-être le plus important, c'est un logiciel dans lequel on n'a plus confiance. C'est peut-être le point qui arrive le plus vite. Et à partir de ces 4 éléments-là, eh bien, ce sont des éléments sur lesquels j'ai essayé de travailler en tant qu'architecte durant la restructuration de ce projet. Le premier choix qu'on a fait, c'est de refactorer par petites touches. Refactorer, c'est indispensable. C'est indispensable pour reprendre en main le logiciel, et c'est indispensable pour donner une vision d'avenir. Alors la première idée qu'on a en tant que développeur, c'est on veut changer la technologie. AngularJS, ça fait plus rêver. De l'EJB2, n'en parlons pas. Sauf que d'enlever une technologie, c'est à peu près tout réécrire. Donc on ne pouvait pas. Ce qu'on a introduit, c'est du refactoring sur de la méthodologie, c'est-à-dire que l'organisation du code, pour le reprendre en main, on a décidé de repartir sur de l'architecture en clean archi. Pour avoir de la visibilité sur le nouveau code que l'on maîtrise, que l'équipe connaît, par rapport à l'ancien, eh bien, on a fait le choix d'avoir une deuxième arborescence de package que j'ai représenté à droite ici. Le graphique que vous voyez, il représente en surface la taille en nombre de lignes de code et en coloris la complexité. Et de façon opportuniste, au fur et à mesure des évolutions qu'on avait à faire sur le logiciel, eh bien, on déplaçait le code en le refactorant vers les nouveaux packages. On le faisait avec une technique de ce qu'on appelle la Boyd Scout Rules, quitte à modifier un code, autant le rendre dans un meilleur état que ce qu'il a été laissé. Pour cela, ça a impliqué 2 choses. D'une part, on avait un budget de désendettement, qui était à peu près 10% du budget total, pour des actions assez lourdes et ciblées de désendettement. On en avait besoin. Et puis on avait également pris en compte que dans la vélocité, on serait avec une vélocité plus faible que sur un projet normal, parce que lorsque concrètement, vous avez mis une demi-journée, une journée à comprendre comment fonctionne un morceau de code, eh bien, autant passer quelques heures à le remettre en forme de façon plus claire dans les nouvelles normes que de le laisser et d'avoir quelqu'un d'autre qui repasse 2 jours à comprendre comment ce code fonctionne plus tard. Mais ça impacte la vélocité. Le deuxième élément qu'on a mis en place, c'est la documentation. Alors la documentation, la première fois que j'ai dit ça, l'image qui est venue, c'est à peu près celle que vous voyez, c'est-à-dire le vieux grimoire poussiéreux. La documentation informatique, c'est toujours pas exhaustif, pas à jour, trop long à lire, bref, personne n'a envie de la lire. Quand je dis documenter, ça ne veut pas dire repartir dans les pratiques de documentation à outrance. Ça n'exclut pas le fait d'avoir du pair programming, d'avoir du binomage. Ça n'exclut pas le fait d'avoir du code qui soit testé et qui soit clair, plutôt qu'avoir une documentation exhaustive. Pour moi, la documentation, elle doit documenter autre chose. La documentation, elle doit documenter pourquoi on a fait certains choix, pourquoi on a pris certaines décisions, et comment se repérer dans le code. Elle doit avoir un plus haut niveau. Alors, ça, c'est les objectifs. Maintenant, dans la façon de faire, je n'avais pas du tout envie de reproduire le vieux grimoire poussiéreux. Ce que j'ai proposé de faire, c'est, je me suis inspiré d'une technique existante que je vais vous présenter, de d'abord écrire ce code sous la forme de Markdown dans le contrôle de source. 2 raisons à cela. Je voulais absolument que la documentation soit considérée comme du code, donc on lui faisait suivre le processus de revue de code par toute l'équipe, comme tout morceau de code. D'autre part, ça se trouvait dans des sources, donc lorsqu'on fait un CTRL-SHIFT-F en tant que développeur, on a autant de chances de tomber sur la documentation que sur le code. Et enfin, comme on est dans le contrôle de source, eh bien, on a beaucoup plus d'informations sur est-ce que cette documentation est à jour ou est obsolète.
Il suffit de comparer la date du dernier commit par rapport au dernier commit du code correspondant pour avoir la réponse. L'organisation de ces markdowns, j'ai suivi une préconisation de Southworks qu'ils appellent les Lightweight Architecture Decision Record. Ils font un postulat qui m'a semblé très intéressant, qui est de dire qu'on oublie, on accepte le fait que la documentation soit exhaustive. La documentation, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas à jour. La documentation, c'est une succession de décisions d'architecture prises à un moment donné, dans un contexte donné. Et les Lightweight Architecture Decision Report ont cette structure qui le mentionne. On commence par un contexte où on va lister les précédentes décisions, indiquer si elles ont été amendées, remplacées par la décision en cours. On va indiquer la décision d'architecture, pas dans les détails d'implémentation, ça le code doit l'expliquer concrètement, mais pourquoi on a fait des choix. Par exemple, pourquoi est-ce que le référentiel des intervenants, on a choisi de les stocker dans une base d'entreprise partagée et non pas dans la base de l'application en elle-même. Et enfin, on a surtout noté les discussions. Qu'est-ce qui a conduit à faire ces différents choix dans ce contexte donné pour que lorsque des personnes arriveront dans 2 ans, 3 ans peut-être, ils puissent challenger cette décision, peut-être la remettre en cause sur des bases solides. Alors 1 an après un an de développement, quel est le bilan? Je dirais que l'impossible est en vue. La chaîne de montagne, on est en plein milieu. Les premiers signaux positifs sont là. Ça a mis du temps. Le plus important pour moi des signes positifs, c'est qu'il est apparu ce qu'on appelle en informatique un domaine métier, c'est-à-dire qu'on a pu commencer à avoir de la réutilisation entre différentes classes. C'est apparu au niveau des différentes modélisations de la police. La deuxième chose qui est apparue, c'est que la documentation, là où j'en ai écrit 80% en tant qu'architecte pendant la première année, eh bien, au bout d'1 an, j'ai des développeurs qui ont commencé à aller d'eux-mêmes la lire, la compléter, et c'est arrivé finalement assez de façon concomitante avec le départ de certaines personnes. Et sur un gros projet, je pense que c'est important et que la documentation, elle a encore plus de sens pour ça, c'est que ça va dépasser l'échelle d'une personne, et donc la transmission orale va avoir des limites. Et désormais, les développeurs commençaient de leur propre chef à rajouter des informations sur la documentation, à recréer de la documentation. Et là encore, le Lightweight Architecture Decision Record a un énorme avantage, c'est que vous n'osez pas modifier une documentation. Vous ne savez pas ce qui est tout à fait juste, partiellement faux. Comme c'est là des documents indépendants, quand vous avez un doute, vous faites un nouveau document en disant « je m'inscris dans la lignée des documents précédents ». Le principe, c'est que c'est au lecteur que vous donnez la responsabilité de savoir si cette documentation est la dernière qu'il doit lire, et de lui donner également l'opportunité de la compléter par une nouvelle décision si besoin. Un autre élément qui était très important pour moi tout au long de ce projet, c'est comment ne pas refaire un legacy. Je suis persuadé qu'en 2013, mes prédécesseurs, ils avaient l'impression de faire le plus beau bâtiment du monde, et que lorsqu'on est arrivé, eh bien, nous, on avait plutôt la vision qui est à droite. Et donc j'avais conscience que tout ce que je faisais aujourd'hui avait également toutes les chances que ce projet, qui va durer, j'en suis persuadé, encore 10 ans, ait un jour une vision de ruine, on va dire, telle qu'on peut le voir sur la photo. Alors comment éviter de refaire un legacy? Je vais repartir de ce que j'ai appelé les caractéristiques du legacy, des techniques obsolètes, un logiciel dans lequel on a une confiance faible, voire une absence de confiance, une difficulté de prendre en main, et une connaissance faible, voire erronée. Comment éviter de mettre plus de legacy dans le legacy? On va voir 4 caractéristiques et je vais essayer de les illustrer à travers des exemples que j'ai vécus. Déjà, la technologie n'est pas la solution. La technologie est un outil pour répondre à un besoin. On a vite tendance en informatique à vouloir mettre la dernière technologie à la mode. J'essaye de garder en tête que la dernière technologie à la mode, c'était AngularJS à une époque, et que quelques années après, ça apparaîtra comme du legacy. Pour avoir une meilleure connaissance du logiciel, finalement, c'est d'avoir un logiciel plus simple. Donc on va essayer de voir comment le simplifier. Je pense que documenter l'intention est la meilleure chose qu'il y a à faire pour faciliter la prise en main. Je vais prendre un exemple. Quand on est arrivé sur le projet, donc je disais qu'il y avait quelques développeurs, 3-4, on est monté à 10 développeurs, on a réinstallé des postes de développement.
Et sur les postes de développement, on ne comprenait pas pourquoi il y avait un répertoire qui s'appelait x.ear. On a mis 2-3 jours à comprendre, et quand on a eu compris, c'était limpide. IntelliJ, qui est l'IDE qu'on utilisait, ne voulait débugger les programmes que si les points classes se trouvaient dans un répertoire avec une extension .ear. Et comme on utilisait Maven, eh bien, le target de Maven n'a pas cette extension. Donc nos prédécesseurs avaient trouvé un contournement, ont déplacé le tout dans un répertoire x.ear, et ça fonctionnait. Sauf que ça, ce n'était pas documenté. Et c'est ça que j'appelle documenter l'intention, c'est-à-dire quand vous dites pourquoi vous avez fait quelque chose, c'est beaucoup plus facile ensuite de comprendre comment l'utiliser. Dans l'exemple de la simplification, j'ai été confronté à ce que j'ai appelé le syndrome du plus un flux. Vous avez l'extranet qui dialoguait avec l'application cœur de métier, je vais l'appeler X désormais, c'est l'application 1 dont on parlait tout à l'heure, qui interagissait elle-même avec un logiciel de gestion de tournée et Exchange pour ajouter les agendas et matérialiser les tournées pour les personnes. Et donc on avait des données qui se trouvaient réparties entre ces trois applications, des données sur les rendez-vous. Le nouveau besoin, c'était que l'extranet puisse permettre de prendre un rendez-vous directement. La première idée qu'on a quand on essaye de concevoir ça, c'est on a besoin d'une information supplémentaire, on va rajouter un flux supplémentaire. Mais bon, c'est un existant, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de flux, et là j'ai bien simplifié la représentation du SI. On avait des batchs qui venaient corriger des problèmes sur des flux. Et le constat, c'était si on rajoute encore un flux supplémentaire, eh bien on va rajouter de la complexité. Ce qui fait un legacy, ce n'est pas ce flux supplémentaire, c'est l'accumulation systématique d'un flux supplémentaire sur un flux supplémentaire. Une des remarques qui m'a été faite également à ce moment-là, c'est « Oula, mais c'est des flux talent, est-ce qu'il ne faudrait pas passer avec des API, avec du messaging, quelque chose de plus moderne ?» Oui, ça apporterait des avantages, mais rappelez-vous, la technologie n'est qu'un outil. Là, la problématique qu'on avait, ce n'est pas une problématique de temps réel, ce n'était pas ça. On voulait simplement avoir une nouvelle donnée, et je voulais le faire le plus simplement possible. J'ai utilisé un pattern très classique, qui est le pattern façade, qui consiste à dire que c'est déjà assez compliqué de synchroniser l'état entre 3 applications, évitons de synchroniser l'état entre 4 applications. Et on va donc isoler cet ensemble de 3 applications derrière une façade. L'application X, le logiciel de gestion de tournée, et la partie Exchange sont responsables de gérer un état cohérent, et l'extranet ne dialogue qu'avec l'application X pour avoir quelque chose de plus simple. Un deuxième exemple, c'est d'éviter d'accumuler de la complexité en la déplaçant. Alors, je n'ai pas parlé de microservices. On aurait bien aimé, lorsqu'on est arrivé sur ce logiciel, que le métier construction, ça apparaisse comme un microservice. Je ne voulais pas détailler, mais ce métier-là a une caractéristique, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement du workflow, eh bien, vous rajoutez des informations sur les mêmes objets métiers. Donc découper ça en microservices, on a essayé, on s'est cassé les dents, on n'a pas trouvé de solution. Quand on ne peut pas découper l'existant en microservices, je me dis qu'on peut éviter de rajouter de la complexité à l'existant. Exemple de complexité. Vous avez l'un des principaux consortiums de clients qui est arrivé en disant on a une nouvelle API qui est en REST, en 8OS, qui va être votre nouveau back-end. Vous n'avez plus qu'à faire de légers écrans front-end devant et vous allez voir, vous allez pouvoir faire votre métier simplement. Le besoin, dit comme ça, donnait l'envie de connecter l'application X à cette nouvelle API. Ce n'est pas le choix que j'ai fait pour 2 raisons. D'une part, il faut avoir conscience dans ces gros projets-là qu'il va y avoir un certain laps de temps qui va s'écouler. On va devoir continuer à faire évoluer le métier. Et donc l'ancienne version de l'API, on EDI, va continuer à exister. Par ailleurs, le besoin d'un client, ce n'est pas votre besoin à vous. Il faut pouvoir gérer des différences de besoins en termes de timing, parfois même en termes d'enjeux. Alors on aurait pu connecter cette nouvelle application à l'application X, mais c'était rajouter de la complexité pour gérer 2 flux différents, pour gérer les particularités de ces nouveaux besoins. J'ai préféré ajouter un autre pattern assez classique qui s'appelle le pattern d'émissaire intégration, qui consiste à dire toute la complexité de gérer 2 API, de gérer le besoin d'un client, je le délègue à une autre application. Ça a un autre avantage, c'est que cela permet de partir sur une nouvelle stack technologique.
Et ça, le premier avantage que je vous donnais, ça permet d'éviter de rajouter des lignes de code sur les 2,3 millions de lignes de code existants. Il faut quand même voir l'inconvénient qui ça a derrière, c'est qu'on a décomplexifié le legacy, mais on a complexifié le SI en rajoutant une application. Enfin, en dernier exemple, sur ces applications legacy, il y a besoin de saisir les opportunités. Je vous parlais de marge faible, de budget restreint. Arriver en demandant un budget de refactoring, c'est toujours très compliqué. Il faut saisir des opportunités de besoins d'évolution métier, ou réglementaire, ou autre, pour introduire les évolutions sur l'architecture de l'application. Là, je vais vous donner un exemple. On avait sur la partie mobile de cette application, une partie des données qui étaient saisies par un formulaire PDF. Alors un formulaire PDF dynamique, c'est-à-dire qu'il y avait des centaines de champs à l'intérieur et des centaines de règles à l'intérieur. Ceux qui ont connu Adobe Flex, c'était la même époque, c'était la grande période d'Adobe, et c'était effectivement quelque chose qui fonctionnait, sauf qu'en 2018, déployer du Acrobat Reader dans la version qui va bien sur les postes de développement pour faire tourner ce type de logiciel, ça commençait à devenir risqué technologiquement. Donc il avait été acté de migrer de technologie. Là encore, la première idée de conception qui était apparue, c'était de dire on va développer de nouveaux écrans. On va développer de nouveaux écrans et le besoin, c'était de les développer dans l'application sur tablette, PC, mobile et de les développer dans l'application X. Là encore, j'ai trouvé qu'on rajoutait de la complexité dans une application qui n'en avait pas sérieusement besoin et surtout, j'y ai vu une opportunité. Les utilisateurs étaient habitués au fait d'avoir un autre document, c'est-à-dire d'avoir une autre IHM pour ces données-là. Et ce n'était pas une douleur qui apparaissait très limitante. Eh bien, c'était l'opportunité de faire apparaître une nouvelle application, que j'appellerais l'application S, dans laquelle on allait pouvoir positionner les écrans de l'application mobile réutilisés dans cette nouvelle application. Il y avait un deuxième avantage à ça, c'est qu'on a pu introduire, là encore, une nouvelle stack et donner l'opportunité que certaines fonctionnalités à l'avenir de l'application X puissent être développées dans cette nouvelle stack. Sur le papier, ça paraît toujours simple. Il y a quand même deux caractéristiques essentielles qu'il a fallu respecter. C'est comment s'intégrer à l'existant. La première, elle est tirée de l'opportunité. Les utilisateurs avaient l'habitude de naviguer vers le document. Eh bien, on est parti vers une intégration par l'IHM pour que pour les utilisateurs, ça soit le plus transparent possible, tout en nous permettant d'avoir une deuxième application. Et le deuxième choix, qui a finalement été le plus dur, c'est on ne pouvait pas, comme je vous disais, découper en microservices parce qu'on avait besoin à tous les moments de quasiment toutes les données. Finalement, on est arrivé à la conclusion que l'intégration par la donnée, malgré tous ces inconvénients, était dans le cadre de ce legacy la meilleure solution. Donc on allait avoir une intégration par la donnée entre l'application S et l'application X. Pour conclure et vous donner un takeaway, si vous avez, comme moi, à restructurer un legacy, je pense que le plus important, c'est de refactorer par petites touches, de façon opportuniste, autour du code que vous modifiez, pour donner une vision d'avenir et pour avancer. Documentez vos choix d'architecture, pour qu'à l'avenir, on puisse les challenger. Documentez pour qu'il soit plus facile de prendre en main le code, mais en ayant conscience que la carte sera toujours différente du territoire, et une bonne structuration de la documentation, comme les Lightweight Architecture Decision Report, le mettent en valeur. Ne cédez pas aux sirènes de la technologie. Les technologies ne sont qu'un outil, et rappelez-vous que plus vous rajouterez de technologie, plus à terme vous laisserez du legacy pour vos successeurs. Construisez en dehors du legacy dès que c'est pertinent, pour éviter de lui rajouter de la complexité et pour donner l'opportunité au fur et à mesure de le remplacer par de nouvelles choses. Et enfin, saisissez les opportunités pour construire l'avenir. À cette échelle-là, vous avez besoin de vous appuyer sur les opportunités d'évolution métier pour introduire les changements d'architecture. Merci beaucoup.